Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien et que la rentrée des classes s'est bien passée. Ce soir, je vais vous lire des contes de Senga Bradul. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Neil et ses petites chaussures. Il était une fois un petit garçon prénommé Neil. Il se faisait toujours disputer par sa maman car il était toujours pieds nus. Il ne mettait jamais ses chaussures. Par une belle journée d'été, tout le monde était dehors à profiter du soleil. Neil courait dans l'herbe avec Roméo, le chien de son papy. Sa maman était assise à l'ombre sur la terrasse. Son papa et son papy bricolaient dans le jardin. Neil avait trop chaud. Il décida donc d'enlever ses chaussures. Il serait plus à son aise. Les chaussures protestèrent. « Oh, ne nous laisse pas là, toute seule ici. Reviens. » Mais Niels gambadait dans le pré. Il avait les pieds tout sales. Mais cela n'avait pas d'importance. Il jouait avec son ballon, pestant contre Roméo, car celui-ci voulait aussi jouer et courait toujours après le ballon de Niels. Roméo était un jeune chien. Il voulait s'amuser, mais le petit garçon en avait décidé autrement. Roméo partit se coucher sur la terrasse, après avoir été disputé par son maître. Niels voulut faire du vélo, mais il n'avait pas de chaussures. Il alla donc les chercher. Quand il arriva sur la terrasse, elles n'étaient plus là. Elles avaient disparu. Il regarda partout. Alors, il décida de les appeler. « Petites chaussures, où êtes-vous? Montrez-vous. Où vous cachez-vous? Où? Je suis là. Je voudrais savoir où vous vous cachez. C'est pas drôle. » Niels, que fais-tu? Dit sa maman. Je cherche mes petites chaussures. Je les avais mises là, mais elles n'y sont plus. Si tu les avais mises là, elles y seraient. C'est donc que tu les as mises ailleurs. Mais non, maman. Je les ai enlevées, puis les ai posées ici même. Je m'en souviens très bien. Neil se mit à quatre pattes et chercha sous la table, sous les chaises, sans aucun résultat. Niels, voyons, elles sont sûrement dans la maison. Non, elles étaient là. Niels, ça suffit. En faisant le tour de la terrasse, il vit la table de Roméo. Il la prit, la lança. Celui-ci s'élança à toute vitesse pour rattraper sa balle. Niels, sur ses talons, celui-ci ne pensait déjà plus à ses chaussures. En relançant la balle, celle-ci atterrit sur la terrasse, dans une des chaussures de Niels. Dès que celui-ci les vit, il s'écria « Maman, je les ai retrouvées. Elles sont là. » « C'est très bien, alors mets-les. » Le petit garçon se mit assis pour enfiler ses chaussures. C'est alors qu'arriva Roméo. Avant que Niels n'ait fait un pas de plus, il lui prit une de ses chaussures. Celle-ci, apeurée, cria « Repose-moi, espèce de brute! Tu ne vois pas que tu me fais mal? Au secours! Aidez-moi » Le petit garçon cria « Viens ici! Redonne-moi ma chaussure! »« Maman, Roméo a pris ma petite chaussure. »
Dis-lui de me la rendre. Si tu les avais chaussés, au lieu de les laisser traîner partout, cela n'arriverait pas. Niels commença à sangloter. C'est alors que la voix de Papy se fit entendre. Niels, que se passe-t-il? Pourquoi tu cries comme cela après, Roméo? Que t'a-t-il fait? Il m'a pris ma petite chaussure et j'ai froid aux pieds. Son papy alla vers Roméo, lui prit la chaussure pour la redonner à son petit fils. Celui-ci dit merci à son papy, enfila la petite chaussure, puis partit vers la terrasse en boitillant pour mettre la deuxième chaussure. Mais Roméo avait été plus rapide que Niels. Il s'était couché sur l'autre chaussure. Celle-ci cria au chien. « Mais lève-toi, espèce de molosse! Tu m'écrases! Je vais mourir étouffé !» Niels arriva et essayait de faire bouger Roméo. Sans succès. Il se mit à pleurer, crier. Sa maman le disputa. C'est alors que la balle de Roméo arriva sur la terrasse. Roméo se leva d'un bond et courut après sa balle. Niels regarda vers le jardin. C'était son papy qui avait fait diversion pour éloigner son chien. Papy fit un clin d'œil à Niels. Celui-ci rit aux éclats, mit ses petites chaussures, puis repartit jouer dans le jardin. Les petites chaussures étaient contentes. Elles avaient retrouvé leur propriétaire. Et maintenant, chers amis, nous allons passer au petit ourson. Il était une fois un petit doudou. C'était un ourson blanc avec un pyjama et un bonnet mauve. Il vivait dans la chambre d'une jolie petite fille. Elle s'appelait Alexandrine. Elle avait 5 ans. Elle avait délaissé son doudou, le laissant sur une étagère à côté de son lit. Ourson côtoyait des dizaines d'autres peluches. Il était triste, car il aurait bien voulu qu'Alexandrine le prenne dans ses bras tous les soirs pour s'endormir, comme elle le faisait quand elle était encore petite. Mais tous les soirs, Ourson veillait. Il était là pour protéger Alexandrine. Il dormait la journée quand il le pouvait, car les autres peluches faisaient un vacarme infernal la journée. De temps en temps, Alexandrine venait jouer dans sa chambre. Il était content de la voir et de l'entendre rire. Mais elle repartait sans l'avoir regardé une seule fois. Quelle ingratitude, pensait Ourson. Un soir, alors que le petit ours veillait, il vit quelque chose bouger. Un monstre noir arrivait à pas de loup sur le lit d'Alexandrine. Il devait faire quelque chose. Il devait faire fuir 8 pattes. Il prit son courage à 2 mains, il se balança et tomba dans le lit de la petite fille. 8 pattes eut tellement peur qu'elle prit ses jambes à son cou et alla se cacher. Alexandrine se réveilla en sursaut. Elle avait eu peur. Elle vit son doudou dans son lit. « Que fais-tu là ?» lui demanda-t-elle. Elle prit son doudou dans ses bras et se rendormit. Ourson était content. Non seulement il avait fait fuir l'intrus, mais Alexandrine l'avait pris dans ses bras. Le lendemain matin, Alexandrine reposa son doudou sur l'étagère. Ourson ne la revit pas de toute la journée, mais il était occupé. Il surveillait si le monstre faisait une nouvelle intrusion. Il ne savait pas ce qu'il ferait, mais bon, il aviserait le moment venu. Rien ne bougea de la journée. Il était fatigué, mais il ne devait pas dormir. Au milieu de la nuit, alors qu'il s'était assoupi, un signal sonna dans sa tête.
se signalisait. Danger, danger. Ourson ouvrit alors les yeux. Horreur, 8 pattes avançaient tranquillement vers Alexandrine. Ourson s'élança, mais hélas, il manqua le lit. Il tomba sur le sol. Le bruit réveilla Alexandrine, qui vit 8 pattes sur son lit. Elle se mit à hurler à plein poumon. Ses parents alertés venirent en courant dans la chambre. Ils virent le monstre qui essayait de se sauver. Elle tomba du petit lit sur Ourson. Papa prit son chausson, tapa sur 8 pattes. Il l'écrasa sur Ourson. « Espèce de brute, tu m'as fait mal !»« Tu ne peux pas faire attention !» cria celui-ci. Alexandrine pleurait tellement qu'elle avait eu peur. Sa maman la consola. « C'est fini, ne pleure plus. Prends ton doudou, cela ira mieux. »« Non, je n'en veux plus. La méchante bête est morte dessus. »« Allons, bon, voilà. » Autre chose, pensa le petit ourson. Mais papa prit un gant de toilette, le mouilla un peu et nettoya le doudou. « Voilà, il est tout propre maintenant, dit-il, en le donnant à sa fille. Celle-ci sourit et prit le petit ourson dans ses bras. Il dormit tout contre elle toute la nuit. Petit ourson était heureux. Il avait retrouvé sa place de doudou auprès d'Alexandrine. Lady Banana. Il était une fois un jeune homme et sa moto. Janouk rêvait de sa moto depuis qu'il était petit. À 18 ans, il passa son permis moto. Il cherchait dans tous les petits garages sa perle rare. Il voulait une moto bien à lui. Un jour, alors qu'il faisait une brocante, il vit un monsieur qui vendait sa moto. Il alla voir de plus près. L'engin était en piteux état. Elle ne roulait plus. Le monsieur lui dit : « Si tu ne la veux pas, elle part à la casse. » Janouk avait eu le coup de foudre pour cette moto. Il devait l'acheter. Il ne marchanda même pas auprès du monsieur, car il savait que c'était sa moto. Il rechercha les pièces d'origine pendant des mois. Il n'avait que sa paye et cela coûtait cher. Il travaillait le jour, il réparait sa moto la nuit. Son ami ne le voyait pratiquement plus. Plus les jours passaient, plus elle était jalouse de la moto de Janouk. Après 1 an de recherche et de travail, elle fut prête. Il était en extase devant elle. Il n'avait qu'une hâte, l'enfourcher. Lorsqu'il mit le contact, un bruit doux se fit entendre. Elle ronronnait comme un chat. Janouk mit son casque et partit pour une balade. Il était heureux, comme un gamin sur son engin. Maintenant, il devait lui trouver un nom. Sa moto était jaune, alors il chercha un nom en rapport avec le jaune. Le soir, alors qu'il mangeait une banane, un nom lui vint à l'esprit, Lady Banana. Cela ne sonnait pas si mal. N'ayant pas le permis de voiture, il prenait donc sa moto tous les jours. Il la bichonnait. Elle resplendissait de 1000 éclats. Elle était rutilante. On aurait dit qu'elle sortait du garage. Son ami passa après sa moto. Elle fulminait après cet engin de malheur. Un jour, elle posa un ultimatum à Janouk. C'était elle ou la moto. Il devait choisir. Janouk, le cœur gros, mit sa moto au garage. Il allait de temps en temps la voir et pleurait. Alors il décida de la vendre. Au moins, il ne la verrait plus.
Un homme vint l'acheter quelques jours plus tard. Janouk partit pleurer dans la maison. Il était triste, maigrissait de jour en jour. Même son ami ne pouvait lui rendre le sourire. Elle s'en voulait, car c'était de sa faute si Janouk était comme cela. L'homme qui avait acheté la moto avait beaucoup de soucis. Lady Banana ne voulait absolument pas démarrer. Il avait tout essayé. Il avait voulu changer des pièces, mais elle ne voulait rien savoir. Il la laissa dans son garage, puis voyant qu'il n'avait rien de plus à en tirer, il décida de la ramener la moto à son propriétaire contre un remboursement. Il pensait que celui-ci n'accepterait jamais. Arrivé devant la maison de Janouk, l'homme fut accueilli par l'ami de Janouk. En voyant la moto sur la remorque, elle interrogea le monsieur. « Mais pourquoi ramenez-vous la moto de mon ami, monsieur ? Elle ne roule pas. » « J'ai tout essayé, mais il n'y a rien à faire. Alors je la ramène contre mon chèque. »« Janouk, viens vite, il y a une surprise pour toi dehors. » Janouk sortit de la maison en courant et cria de joie en voyant sa moto. Elle était revenue. « Mais pourquoi ramenez-vous Lady Banana ?» dit Janouk. « Elle ne fonctionne pas. Je veux donc récupérer mon chèque. »« Je vais le chercher immédiatement. Je ne l'ai pas déposé, dit-il au monsieur. 5 minutes plus tard, le monsieur repartait avec son chèque. Janouk enfourcha Lady Banana, tourna la clé de contact. Celle-ci se mit à ronronner comme un chat. Son ami le regarda sans comprendre. Janouk riait aux éclats. C'était sa moto. Sans lui, elle ne voulait pas fonctionner. Il donna un casque à sa copine. Celle-ci grappa derrière son motard au guidon de Lady Banana. Ils partirent vers de grandes aventures. Lotus et Hibiscus. Il était une fois 2 petits dauphins prénommés Lotus et Hibiscus. Le parc Aqualand était en effervescence. 2 mamans dauphins venaient de donner naissance à leur premier bébé. 2 magnifiques petits dauphins mâles. Un sondage fut organisé auprès du public pour le nom des bébés. Lotus et Hibiscus sont les noms qui revenaient le plus souvent. Les visiteurs voyaient les petits dauphins faire leur première cavalcade dans le bassin à dauphins du parc. Leurs mamans avaient retrouvé leur place dans la parade Aquatus. Lotus et Hibiscus se moquaient bien de tout cela. Ils s'amusaient toute la journée. Ils se couraient après, faisant toutes les bêtises possibles. On leur passait tout, car ils étaient encore très jeunes. Mais bientôt, ils devraient apprendre le métier de leurs parents, faire des pirouettes pour amuser les gens. Ils auraient bien voulu aller jouer avec leurs parents dans le grand bassin, mais ils étaient trop petits. Hibiscus avait peur des gens qu'il voyait derrière la paroi du bassin. Quand les enfants tapaient contre la vitre, il sursautait. Lotus se moquait alors de lui. Hibiscus avait peur que la vitre se brise et qu'il soit aspiré de l'autre côté. Le soir, quand leurs parents et le reste de la famille dauphin dormaient, ils se faufilaient en dehors de leur bassin. Ils passaient par le bassin d'un monstre noir et blanc. Ils étaient assez petits pour passer entre les barreaux. Ils allaient tout doucement pour ne pas réveiller la bête. Ils allaient regarder la grande étendue d'eau qui était devant eux. Quel beau terrain de jeu, pensait-il. Un matin, on les emmena dans le bassin d'entraînement pour faire le
pour les faire travailler. Cela n'était pas aussi amusant qu'ils le pensaient. Ils faisaient de leur mieux, mais ils n'y arrivaient pas, malgré les encouragements de leur maman, et comme ils ne travaillaient pas bien, ils n'avaient pas le droit aux récompenses. Lorsqu'ils rentrèrent dans leur bassin, ils étaient épuisés si bien qu'ils pleurèrent. Leur maman vint les consoler. « Ce n'est pas grave, avec le temps, vous apprendrez, leur disait-elle. Lorsque tout le monde fut endormi, ils retournèrent au bout du parc voir leur étendue d'eau qui n'attendait qu'eux. Ils seraient heureux comme des princes, ils seraient libres comme l'air, ils n'aimaient pas le parc du tout. Soudain, une grosse voix se fit entendre derrière eux. « Seigneur !» Le monstre noir et blanc était réveillé. Qu'allait-il faire? Alors les marmots, qu'est-ce que vous faites là? Pitié, pitié, ne nous faites pas de mal, dirent-ils. Mais je ne veux pas vous faire de mal, voyons, quelle idée saugrenue. Croyez que je vais vous croquer, les dauphins ne sont pas ma tasse de thé. Lotus et Hibiscus n'étaient qu'à moitié rassurés. Vous n'êtes pas un dauphin, dit Lotus. Ah non, je suis un cachalot ou une orque. C'est quoi ça, dit Hibiscus. Ben c'est moi. Au fait, je vous ai vu cet après-midi dans le bassin d'entraînement. C'était plutôt nul. Il va falloir vous entraîner dur si vous voulez rester ici avec vos congénères. Sinon, ils vont vous vendre à un aquarium. Remarquez, cela serait aussi cool car vous n'auriez rien à faire de la journée. Nous vendre, dit Lotus. Quitter papa et maman, renchérit Hibiscus. Oui, ce n'est même pas sûr qu'ils vous laissent ensemble. Quoi? Dirent les deux petits dauphins apeurés. Ou alors, vous avez l'océan, regardez, il vous tend les bras. N'est-il pas magnifique? Il brille de mille éclats, surtout la nuit. Oui, c'est super, dit Lotus. Mais nous ne pouvons pas laisser papa et maman seuls, dit Hibiscus. Bah, ils s'en remettront, dit le cachalot. Il suffirait que vous sautiez la barrière et vous... la liberté. Mais c'est vrai, vous ne savez pas sauter. Vous avez peur. Vous êtes des mauviettes. Les deux petits dauphins, vexés de s'entendre traités de bons à rien, prirent leur élan et sautèrent la barrière. Ils atterrirent ensemble dans l'eau bleue azur de l'océan. Ils avaient réussi. Ils sautèrent de joie. Ils approchèrent de la grille du cachalot et lui dirent « Tu as vu? Nous avons réussi. Nous ne sommes pas des poules mouillées. » Que dis-tu de ça? Que vous êtes bêtes? Mes enfants, profitez bien de la liberté. Sachez que je n'ai jamais douté de vous. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec nous? Lui demanda Lotus. Non, je suis bien ici. Je fais un peu de parade, je suis nourri, grati. Je ne demande rien d'autre. Allez-y maintenant. Nous reviendrons te dire un petit bonjour. Dis à nos parents que nous les aimons, dit Hibiscus. Ok, ça marche. Lotus et Hibiscus partirent en faisant des cabrioles dans l'eau. Ils étaient heureux. Un sixième sens les avait alertés. Les parents s'étaient réveillés, ils cherchaient leurs enfants. Mais ils n'étaient pas là, c'est alors que le cachalot les interpella. « Oh hé, venez par ici, j'ai quelque chose à vous dire. » Les dauphins s'approchèrent des grilles. « Vos enfants sont partis. »« Ils sont libres !» Les mamans se mirent à crier de chagrin. « Chut, mesdames, ne réveillez pas du tout le parc. » Avec vos cris, voudriez-vous les rejoindre? D'abord hésitons. Tous les dauphins dirent oui, mais comment faire car eux ne passaient pas entre les grilles. C'est alors que le cachalot fit pression contre la barrière. Celle-ci céda assez pour permettre aux dauphins de gagner son bassin. Ils sautèrent tous la barrière de la liberté. Les uns après les autres, Lotus et Hibiscus se familiarisèrent avec leur nouvel élément quand un groupe de congénères arriva. « Hé les gars, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes seuls? » Oui. Nous nous sommes échappés du parc Aqualand. Super, vous êtes libres maintenant. Alors venez donc avec nous. C'est à ce moment-là que Lotus et Hibiscus entendirent les cris de leurs parents.
Ils étaient à la recherche, ils firent demi-tour et allèrent au devant de leur famille. Tout le monde se congratula, trop heureux d'être ensemble, libres. Lotus et Hibiscus firent les présentations avec les autres dauphins. Tout le monde se salua. Le lendemain soir, ils allèrent tous à proximité du parc pour un dernier adieu à ce lieu où ils avaient passé une partie de leur vie. Quand une masse noire et blanche sauta à la barrière pour atterrir dans l'eau, dans un grand plouf. C'est cachalot, dit Hibiscus. Non, c'est un cachalot, pas un charlot, dit son papa. Ah, bon. Lotus riait aux éclats. Remarque, c'est un nom qui lui va bien. On va donc le baptiser. Charlot, que fais-tu là? Quand les gens du parc ont vu votre disparition et la clé de notre passé enfoncé, ils n'ont pas cherché longtemps le coupable, il était devant eux, alors ils m'ont puni. Puni? Dit Hibiscus. Oui, ils m'ont privé de nourriture. Alors j'ai pris la poudre d'escampette, et me voilà. Chouette, dit Lotus. Alors mes petites crevettes, en route vers la liberté. Nous ne sommes pas des crevettes, dit Hibiscus. Charlot rit et dit, allez la troupe, en avant toutes. Tout le monde prit la route, Lotus et Hibiscus à leur tête. Cristal d'eau. Il était une fois une petite cascade perdue dans les bois. Une petite rivière serpentait dans le bois. Elle était si bien cachée que personne n'avait encore découvert son existence. Elle se cachait sous la terre pour rejaillir dans une cascade magnifique. Un jour, alors que Séraphin et Rosario, deux amis d'enfance, se promenaient dans la forêt, ils entendirent quelque chose. Ils se demandaient ce que c'était. Ils s'approchèrent doucement. C'est alors qu'ils virent serpenter une jolie petite rivière dans les branchages. Elle semblait sortir de nulle part. Ils décidèrent de suivre son lit pour voir où elle menait. Au bout de quelques mètres, la rivière se transformait en une cascade magnifique. Ils descendirent pour arriver au pied de la cascade. Elle était encore plus belle vue d'en bas. Tu crois qu'il y a une grotte cachée derrière la cascade, dit Rosario. N'importe quoi, répondit Séraphin. Tu regardes trop la télévision. Mais Rosario était déjà parti explorer. Il avait raison. Derrière la cascade se cachait une petite grotte étincelante. Les deux jeunes hommes étaient éblouis. Ils ne savaient plus où regarder, tellement c'était splendide. On aurait dit du cristal. Je ne savais pas qu'il y avait une chose aussi belle dans le bois, dit Séraphin. Moi non plus. Nous devons apprendre aux gens notre découverte. Nous allons être mondialement connus. Oui, mais il faut faire un plan pour pouvoir retrouver cette merveilleuse cascade sans difficulté. En repartant, nos deux confrères firent un plan détaillé qui menèrent à leur découverte.
le village fut informé de l'existence de la rivière, de la cascade et de la grotte. Les journaux relatèrent l'information si bien que des dizaines de personnes venirent au village voir ces merveilles de la nature. Ils marchèrent des heures et des heures dans la forêt, mais ils ne trouvèrent aucune rivière ni cascade et encore moins de grotte cachée. Les gens du village étaient furieux contre Séraphin et Rosario. Il leur avait menti. Les deux amis, blessés par les accusations que l'on portait contre eux, décidèrent de retourner dans le bois. Ainsi, ils pourraient démontrer aux villageois qu'ils ne mentaient pas. Le lendemain matin, à la première heure munis de leurs cartes, ils partirent rechercher leur cascade. Ils tournèrent en rond pendant des heures sans rien trouver. Ils étaient fatigués, dépités. « Ce n'est pas possible !» dit Séraphin. « Tu t'es trompé. »« Non, je ne me suis pas trompé. J'ai suivi le plan à la lettre. »« Alors, elle devrait être là. »« Oui, mais elle n'y est pas. » Rosario tournait le plan dans tous les sens. « Nous devrions peut-être aller par là, dit-il en montrant une autre direction à Séraphin. Mais celui-ci dit « Non, écoute. Tu n'entends rien ?» Rosario prêta l'oreille. Ce n'était pas possible, on entendait un bruit d'eau. Les deux amis se précipitèrent vers le bruit. Oui, leur rivière était devant eux. Elle serpentait joyeusement entre la terre. Ils avaient raison, elle existait bien. Comme pour la première fois, ils la suivirent jusqu'à la cascade. Ils se regardèrent tous les deux et coururent jusque derrière voir si la grotte était toujours là. Elle était encore plus belle que dans leurs souvenirs. Nous avions raison, dit Rosario. Elle existe. Oui, tu crois qu'elle se serait cachée exprès pour que personne d'autre que nous la voie? Peut-être. Il faut donc que cela reste comme ça. Rosario prit le plan, le déchirant en 1000 morceaux. Mais qu'as-tu fait? Personne ne doit la trouver. Elle sera notre secret. Mais comment allons-nous repartir maintenant? Nous n'avons plus de plan. Ce n'est pas difficile. Nous repartons en sens inverse. Ah! Oui, tu sais par où nous sommes venus? Nous avons tellement tourné en rond. Nous nous sommes perdus. Nous ne sortirons jamais de ce bois. Nous allons utiliser notre portable. Ah, oui, pourquoi? Le tien fonctionne? Le mien ne passe pas, il n'y a pas de réseau. Rosario sortit son portable de sa poche. Non, il ne passe pas non plus. Alors nous allons nous diriger vers le soleil. Nous avons qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. D'accord, mais es-tu capable de situer l'est et l'ouest? Car on ne voit pas le soleil caché de tous ces arbres. Nous allons regarder la mousse sur les arbres. On sait qu'elle pousse au nord. Tu sais où cela va nous mener? Séraphin, sois optimiste. Tu mets le bourdon. Tu crois que je ne l'ai pas, le bourdon? Nous sommes perdus. C'est alors que le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Un craquement se fit entendre. Un tremblement de terre, s'écria Séraphin. Un tremblement de terre. Non, c'était la rivière. Elle commença à serpenter le long de la petite crevasse.
Les deux jeunes hommes se regardèrent. Ils ne comprenaient pas. La rivière s'arrêta quelques mètres plus loin. Elle semblait les attendre. Ils la suivirent dans la forêt. Après plusieurs kilomètres de marche, ils arrivèrent au haut d'une colline. « Regarde, Séraphin, c'est le village en contrebas. »« Oui, tu as raison. Notre rivière nous a sauvés. » Ils se retournèrent, mais la rivière avait disparu. La petite crevasse s'était rebouchée. Séraphin et Rosario ne retournèrent jamais dans le bois. Ils gardèrent le souvenir de leur cascade pour eux. Cristal d'eau continuerait à couler paisiblement en toute tranquillité. Guitar Boy. Il était une fois un petit garçon et sa guitare. Il se prénommait Eden. Il était toujours habillé en costume de cow-boy, chemise, gilet en cuir, gants, Santiago et son Stetson sur la tête. Il avait toujours sa guitare avec lui, mais il ne savait pas en jouer. Il faisait donc semblant. Son papa, pour le taquiner, lui disait « Il ne te manque plus qu'un cheval !» Eden riait en répondant à son papa « Un jour, tu verras, j'aurai mon ranch au Texas. » « Et pourquoi pas au pôle Nord ?» lui disait son papa. « Non, car les cow-boys sont au Texas, dans un grand ranch avec du bétail. » « Oh ben en attendant, va donc ranger ta chambre et te coucher. » Eden obéissait, car il savait que ses rêves seraient remplis de chevaux et de grands espaces. Le lendemain, alors qu'il jouait de la guitare pour un public imaginaire, il se retrouva nez à nez avec le taureau de l'agriculteur voisin. Eden ne prit pas peur et se coucha au sol. Il ne bougea pas. Il faisait le mort. Le taureau, intrigué, avança avec prudence. Eden sentit sa respiration toute proche. Il ne bougea pas un membre. Surtout, il espérait que son corps n'allait pas le trahir et se mettre à trembler. Il devait absolument rester immobile. Il pensa alors à son ranch. Il y aurait des taureaux parmi son bétail. Alors, il ne devait pas avoir peur. Il ne sentait plus rien. Il était engourdi. Le taureau était-il parti? C'est alors qu'il entendit des cris. C'était sa maman qui criait « Eden! Eden !» Sa maman et son papa arrivèrent à ses côtés. Il n'osait pas le toucher. « Eden !» dit la maman doucement, en pleurant. Eden ouvrit alors ses yeux. « Maman, papa, ça va? Maman, pourquoi tu pleures ?» C'est alors que l'agriculteur arriva en courant. « Oh non, Eden, tu vas bien ?»« Oui, ça va bien. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien du tout. »« Il est où votre taureau ? » ?»« J'ai réussi à le rentrer. Mais tu es sûr que tu n'as rien ?» Eden se leva d'abord. « Non, je n'ai rien. Quand j'ai vu le taureau dans le pré, je me suis couché, car je savais que si je me mettais à courir, il allait me charger, et vu que j'ai des petites jambes, il aurait été vite sur moi.
Je me suis allongée dans l'herbe. J'ai fait le mort. Il est venu jusqu'à moi. J'ai senti sa respiration. Je n'ai pas bougé et il a fini par partir. Voilà tout. La maman serrait son fils dans ses bras. Quel sacré petit bonhomme, dit l'agriculteur. C'est alors qu'Eden s'écria. Oh non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Tout le monde paniqua. Eden, que se passe-t-il demanda son papa. Tu ne te sens pas bien, mon chéri demanda sa maman. Ma guitare, elle est en 1000 morceaux. Votre satané taureau est passé dessus. Il me l'a cassé. Ce n'est pas possible. Que vais-je devenir dit-il en pleurant à chaudes larmes. Le papa soupira à l'aise. La maman essaya de consoler son fils. L'agriculteur était gêné. C'est alors qu'il dit à Eden. Écoute mon petit, je vais t'acheter une autre guitare, encore plus belle que celle-ci. Et je vais te payer des leçons de musique. Comme cela, tu pourras vraiment jouer de la guitare. Vraiment jouer dit Eden avec colère. Pourquoi vous trouvez que je ne joue pas bien, c'est ça? Non, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire, répondit l'agriculteur gêné. Alors j'accepte la guitare, mais je refuse les leçons de musique. Je vais apprendre tout seul et je vous montrerai dans 2 mois, à la fin des vacances, ce que je sais faire avec une guitare. Voyons, Eden, tu ne peux pas apprendre tout seul, il faut que quelqu'un te montre, dit son papa. Tu penses que je suis un incapable? Eden, ça suffit, dit sa maman. Eden était déjà parti à la maison. Le lendemain, il avait sa guitare toute neuve. Il se mit à son apprentissage. Il y passait tous ses matins, tous ses après-midi. Il ne mangeait presque plus. Sa maman s'inquiétait, mais il ne fallait pas lui parler. Il s'entraînait, il apprenait à la guitare. À la fin des vacances, il réunit toute la famille et ses amis, dont l'agriculteur dans le pré. Derrière la maison, il y avait fait une scène avec des tréteaux et des planches. Devant la scène, il y avait disposé des chaises pour son public. Il monta sur la scène, salua, prit sa guitare et se mit à jouer. C'était de la musique country. Il jouait à la perfection. Tout le monde le regardait avec étonnement. Ses parents, les premiers, ils n'en revenaient pas. Comment avait-il pu apprendre tout seul à jouer aussi bien de la guitare? C'était la perfection. C'était sublime, magnifique. À la fin du concert, il fut très applaudi. Il était fier de lui. Merci, monsieur, mesdames. Vous venez d'assister au premier concert de Guitar Boy. Qui? dirent en chœur ses parents. C'est moi. Dorénavant, je m'appellerai Guitar Boy. Le pan Léon. Il était une fois un couple de pans. Ils vivaient dans une ferme, au milieu des champs. La ferme était assez éloignée des autres habitations, car le cri des pans dérangeait les gens. Le pan avait un cri particulier. On avait l'impression de l'entendre crier « Léon, Léon !» Cela toute la journée. À la longue, agaçait les gens. Maman Pan pondait des œufs, couvait, et quand les œufs étaient éclos, cela donnait des petits poussins Pan. Tout mignons. Mais un jour, une chose bizarre se passa lors de l'éclosion. Il y avait, parmi les poussins Pan, un petit tout blanc. Papa et maman Pan s'inquiétèrent. Comment était-ce possible? Pourquoi celui-ci n'était-il pas comme les autres? Était-il malade? Le fermier trouvait cela bizarre aussi. Depuis qu'il avait des pans, c'était la première fois que cela se produisait.
Ne t'inquiète pas, lui disait sa femme, il va très bien. Les parents pans discutaient entre eux. Léon, Léon! Tiens, dit la fermière à son mari, j'ai trouvé un nom pour le petit pan blanc. Il va s'appeler Léon. C'est joli, non? Oui, c'est bizarre, tout de même. Je n'ai jamais vu de pan blanc. Oui, mais regarde, comme il est beau et au moins, on ne peut pas le confondre avec les autres. Les jours passèrent. Léon grandissait. Il était de plus en plus beau. Le fermier n'avait pas eu le cœur de le vendre comme ses frères et sœurs. Enfin, il avait plutôt cédé sous l'assistance de sa femme. Il fallait bien reconnaître que Léon était magnifique. Le fermier trouvait drôle que Léon ne fasse pas la roue. Pourtant, avec ses belles plumes blanches, cela aurait été un spectacle sublime. Surtout que c'était la période des amours. Généralement, le mâle parade devant sa belle en faisant la roue. Cela ne semblait pas préoccuper Léon. Il se promenait dans le pré derrière la maison. On ne pouvait pas manquer la tache blanche au milieu de l'herbe verte, des fleurs violettes que la fermière avait semées. Léon picorait tranquillement, mais un prédateur s'avançait en rampant doucement. Le renard était à l'affût. Quand il avait aperçu son repas, quel beau festin il allait faire! Le fermier, qui était dans un champ plus loin, vit le renard prêt à bondir sur Léon. Il commença à courir pour alerter son pan et effrayer le prédateur. C'est alors qu'il vit quelque chose d'incroyable et magnifique. Léon, qui avait dû entendre arriver le renard, se redressa droit sur ses pattes en déployant ses plumes. En une roue grandiose, d'une blancheur immaculée. Les rayons du soleil vinrent s'y refléter. L'on aurait dit des milliers de diamants. Le renard fut ébloui. Il eut si peur qu'il rebroussa chemin et repartit dans le bois en zigzagant. Plus jamais il ne s'attaquerait à un pan blanc. Le danger passé, Léon reprit sa promenade dans le pré, tranquillement. Le fermier raconta tout ceci à son épouse. Celle-ci lui dit: « Quel dommage que je ne l'ai pas vu. Cela devait être très beau. Oui, absolument magnifique. » Tous les jours, la famille guettait Léon au cas où il aurait refait la roue. Mais non, il se baladait de droite et de gauche. Avec nonchalance, par un beau matin d'été, Léon entendit chanter. Il regarda autour de lui et vit la petite fille de la famille qui cueillait des fleurs dans le pré. Elle fredonnait. Elle ne vit pas le danger arriver. Un essaim d'abeilles fonça droit sur elle. Le fermier et la fermière couraient déjà vers la petite fille quand ils virent le pan Léon précipité en déployant ses plumes. Un écran de lumière vint se placer juste devant la fille, faisant barrage aux abeilles. Celles-ci se cognèrent contre le paravent de plumes diamantées de Léon. Elles repartirent vers leur ruche, toutes rougies. Elles n'iraient plus butiner les fleurs du pré où se trouvait le pan blanc. Il devint l'idole de la famille, le roi de la ferme. Désormais, on l'appellerait le bon pan Léon. Solera.
Il était une fois une paire de lunettes qui s'ennuyait dans un magasin optique. Elle ne bougeait jamais de son étagère. Les gens passaient devant elle sans la voir. On ne l'essayait jamais. Si cela continuait, les opticiens allaient l'enlever de la vitrine pour la mettre au rébut, car la nouvelle collection allait arriver. C'est vrai qu'elle était assez chère, son prix était trop élevé pour les simples gens. Pourtant, elle leur criait « Prenez-moi, essayez-moi, achetez-moi !» Il n'y avait rien à faire. Personne ne s'intéressait à elle. Pourtant, un jour, une jeune et belle femme entra dans le magasin. « Je voudrais une paire de lunettes de soleil, s'il vous plaît. » demanda-t-elle au vendeur. La paire de lunettes se dit que c'était sa dernière chance. Il fallait absolument qu'elle arrive à capter l'attention de la jeune femme. La paire de lunettes clignait des yeux en réfléchissant à une stratégie. C'est alors qu'elle vit la femme qui la regardait d'un air intrigué. La paire de lunettes clignait encore des yeux pour être bien sûre que c'était elle qu'on regardait. Elle entendit la jeune femme dire au vendeur « Je veux cette paire-là. Vous êtes sûre, madame? Nous en avons d'autres, beaucoup moins chères. Non, je veux cette paire-là. Mais vous n'en avez pas encore essayé. Laissez-moi vous montrer d'autres modèles. » La jeune femme prit la paire de lunettes sur le rayonnage, la mit sur son nez. Elle se regarda dans le miroir. La paire de lunettes était toute contente. Elle se voyait dans la glace pour la première fois. « Que je suis belle !» se disait-elle. Elle s'admirait, mais la jeune femme enleva les lunettes. « Et attends encore un peu pour une fois que je peux me voir, dit la paire de lunettes. Je prends celle-ci, dit la femme. Elle paya son achat, puis sortit avec son acquisition. Une folie, pensa-t-elle. Mais tant pis, ces lunettes l'avaient intriguée. Une fois chez elle, elle les sortit de leur sac. Alors, c'était quoi ces clins d'œil, dit-elle à la paire de lunettes. Clin d'œil, mais de quoi elle parle? Oh là là! Cela commençait bien à me faire peur. La paire de lunettes cligna des yeux. Là, tu viens bien de faire un clin d'œil. Je n'ai pas rêvé. Attends, quand je cligne des yeux, elle me voit? C'est mortel ce truc. La paire de lunettes recommença pour voir. Voilà. Tu viens de recommencer. Arrête ça tout de suite. C'est trop flippant ce truc. Je ne veux plus que tu le fasses. La petite paire de lunettes s'exécuta, car cela faisait trop peur. Ce truc. La jeune fille ne quitta plus ses lunettes. Elle les emmenait partout. La paire de lunettes était contente, car elle voyait des choses magnifiques. Un jour, son ami lui dit « Je vais te trouver un nom. Que dirais-tu de Solera? C'est joli, non ?» La paire de lunettes ne bougea pas. « Ben quoi? Tu ne l'aimes pas? Allez, fais un signe. Il faudrait savoir si je cligne des yeux. Je te ferai peur si je ne bouge pas. Tu n'es pas contente. » Je ne sais plus quoi faire, moi, dit Solera. Enfin, pour lui faire plaisir, elle cligna des yeux. Chouette, dit la jeune femme. Allez, partons à l'aventure, toi et moi. Allons visiter le monde. Visiter le monde? Super, je vais en prendre plein les yeux. La jeune et belle femme se mit sur son nez ses lunettes de soleil. En route pour l'aventure, Solera. Chers amis, là, je vais vous raconter l'histoire de l'appareil photo rouge. Il était une fois un appareil photo tout beau, tout rouge. Ray était dans un parc, assis sur un banc.
Il lisait quand il crut voir un éclair. Tiens, un orage, se dit-il. Il leva les yeux de son livre, regarda le ciel. Celui-ci était tout bleu, sans le moindre nuage. J'ai rêvé, pensa-t-il. Il reprit sa lecture. Un autre éclair. Ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Il regarda autour de lui. Un éclair l'aveugla. Cela ne venait pas du ciel, mais de quelque chose posé au pied d'un arbre. Il se leva, alla voir ce que c'était. Il fut surpris de ce qu'il découvrit. Il s'agissait d'un appareil photo. Quelqu'un avait dû l'oublier. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Il prit l'appareil dans ses mains, l'examina avec attention. C'était un bel appareil, il avait l'air neuf. Il rêvait d'un tel appareil car il voulait être photographe. Il reposa l'appareil avec regret. Il ne lui appartenait pas. Son propriétaire allait sûrement venir le rechercher. Il repartit s'asseoir sur son banc. Il reprit son livre, mais il gardait un œil sur l'appareil photo. À peine fut-il assis que celui-ci lui envoya des flashs. Mais comment pouvait-il faire cela? Il ne pouvait pas fonctionner tout seul. Il avait peut-être appuyé sur le retardateur sans le faire exprès. Il se releva de son banc et alla vérifier. Il ne nota rien d'anormal. Il se faisait tard. Il devait rentrer. Sinon, son ami allait se faire du souci. Il ne pouvait pas laisser l'appareil au pied de l'arbre. Tant pis. Il décida de l'emmener avec lui. Tristana, l'ami de Ray, vit celui-ci revenir avec un appareil photo. Mais où as-tu trouvé ça? Je te croyais au parc. Oui, j'y étais. Mais j'ai vu un appareil photo au pied d'un arbre qui me lançait des flashs. J'ai d'abord cru à des éclairs, mais le ciel était tout bleu. Puis je l'ai vu, mais son propriétaire va le chercher. J'ai laissé un mot avec mon adresse au cas où. C'est bien, tu ne vas pas y toucher. Elle voyait Ray tournicoter ses mains tout en regardant l'appareil photo avec envie. Je peux peut-être l'essayer? Non. Son propriétaire peut venir le chercher. Donc, tu ne dois pas y toucher. Ok? Mais après 2 jours, la tentation fut trop grande pour Ray. Il prit l'appareil photo, partit dehors pour l'essayer. Il prit des arbres, des fleurs, des oiseaux. Lorsqu'il regarda dans l'écran numérique, il y avait bien des photos, mais pas celles qu'il venait de prendre. Bizarre, le dit-il. Il recommença, mais il eut le même effet. Aucune de ces photos sur l'écran. Il rentra chez lui. Tristana lui demanda comment il fonctionnait. Pas bien, lui répondit-il. Elle vit qu'il avait l'air contrarié. Mais elle écouta ses explications sans dire un mot. Puis elle lui dit: peut-être que ta carte mémoire contenait déjà des photos et que tu as oublié de les enlever. Il enleva la carte de l'appareil
alluma l'ordinateur, regarda la carte. Il y avait bien des photos sur celle-ci. Tu vois, lui dit Tristana, il y a des photos. C'est les photos de tout à l'heure. Donc tu as bien pris des photos. Alors, ce ne sont pas celles-ci que j'ai prises. Tu vois bien que cela n'a rien à voir avec notre jardin. Ne t'énerve pas. Efface-les et prends-en d'autres. Tu verras bien, Ray. Puis ce que son ami venait de lui dire. Mais la même chose se produisit. L'appareil photo avait pris autre chose que ce que Ray avait en réalité photographié. Même pris plus de photos. Ray ne comprenait plus rien. Il rentra à la maison. Il s'assit en face de Tristana, l'air dépité. Je vais ramener l'appareil photo où je l'ai trouvé. Il ne fonctionne pas. C'est sûrement pour ça que son propriétaire l'a abandonné. L'appareil était posé sur la table. L'objectif sur Ray. L'écran du côté de Tristana. Soudain, un flash éclaira la pièce et Ray et Tristana sursautèrent. L'appareil venait de prendre une photo tout seul. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» dit Ray à Tristana. « Je n'ai rien fait. Je n'ai même pas bougé. » Celle-ci regarda l'écran et se mit à rire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ray intrigué. Tristana riait toujours. « Tu verras la tête que tu fais sur la photo » lui répondit-elle entre deux rires. Ray prit l'appareil, le tourna pour voir la photo qu'il faisait, tant rire son ami. Il ne vit rien sur l'écran. « Tu te moques de moi ?» lui dit-il. « Il n'y a rien du tout sur l'écran. » Tristana reprit l'appareil et vit la photo. « Si, elle est là !» Elle retourna l'appareil, mais quand Ray regarda, elle avait de nouveau disparu. « Il n'y a rien. » Tristana prit l'appareil, fit le tour de la table sans quitter l'écran des yeux. Elle arriva à côté de Ray. Cette fois-ci, la photo n'avait pas bougé. « Oui, dit Ray, j'ai vraiment une drôle de tête. » Puis l'appareil photo fit défiler les images prises par Ray dans le jardin. « Elles sont magnifiques, dit Tristana. « Oui, elles sont encore plus belles que lorsque je les ai prises. Cet appareil est magnifique. Il est fait pour moi. Avec lui, je vais devenir un grand photographe. Oui, certainement. »« Ah, enfin, se dit l'appareil photo. Qu'est-ce qu'il ne faut pas pour que l'on voie que vous êtes là et que vous existez. » Ray devint un grand photographe avec son appareil photo rouge. Miss Canary. Il était une fois une voiture jaune qui s'appelait Miss Canary. Une voiture Chevrolet jaune avec des bandes noires sur le capot faisait beaucoup parler d'elle. Le pilote, casqué, était à son volant. Personne ne l'avait jamais vu. Personne ne savait à quoi il ressemblait. Les journalistes avaient surnommé la voiture Miss Canary. Elle déboulait sur les routes à fond la caisse sans jamais se faire arrêter. Miss Canary et son pilote couraient dans les petites courses clandestines. Elle arrivait toujours en tête. Le pilote ne prenait jamais la coupe due au vainqueur. Il en faisait don aux enfants présents. Lors de la remise du prix, par contre, il acceptait le chèque. Cela lui servait à toujours améliorer les performances de sa Miss Canary. Un jour, alors qu'il essayait les nouveaux amortisseurs posés sur sa voiture, il se fit arrêter par les gendarmes. Il n'en revenait pas. Il avait réussi à arrêter Miss Canary et son conducteur. Ils étaient fiers d'eux. Ils allaient enfin découvrir l'identité du chauffeur, car il allait devoir enlever son casque. Une surprise les attendait. Sous le casque du visage, une belle jeune femme apparut. Les gendarmes ne savaient pas quoi dire. Ils ne voulaient pas l'arrêter, mais hélas, il le fallait. Cette jeune femme se prénommait Milka. Et oui, comme le chocolat qu'elle aimait d'ailleurs.
beaucoup. Elle avait toujours sa petite réserve cachée dans sa voiture. Les gendarmes lui demandèrent pourquoi elle allait aussi vite. Elle répondit qu'il y avait 3 choses qui comptaient plus pour elle. C'était sa voiture, la vitesse et les courses. C'était toute sa vie. Les gendarmes hésitaient à l'arrêter. Ils lui demandèrent un échange s'il acceptait de courir le dimanche à la course pour venir en aide à un petit garçon malade. Il fermerait les yeux sur son arrestation. Elle serait libre de partir ensuite et accepta de grand cœur. Le dimanche venu, Milka et Miss Canary arrivèrent sur l'aire de départ. Les gens s'étaient placés en nombre car ils voulaient tous voir la voiture, mais surtout son pilote. La course commença et Miss Canary ne fit pas mentir sa réputation. Elle surpassa tous ses adversaires. Elle finit sa course très en avance par rapport aux autres voitures. À l'arrivée, un beau chèque fut remis à Théo pour qu'il puisse aller se faire soigner. Il voulut aller saluer le pilote de Miss Canary, mais celle-ci était déjà repartie. Les gendarmes avaient tenu parole. Milka et Miss Canary reprirent la route à fond la caisse. Chers amis, j'espère que ces contes de la collection de Senga Bradul vous ont plu. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt.